Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a tôt ce matin procédé à l'inauguration de la cité Souguel. Toujours dans l'actualité nationale, maire du pays, à Addis Abeba, une signature d'accord sur l'intégration des systèmes de logistique et transport transfrontaliers. Et enfin, dans l'actualité internationale continentale, la République démocratique du Congo rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République a tôt ce matin procédé à l'inauguration de la cité Souguel. Construite par la société importatrice du CAT, Sojik. Cette cité située près de la faculté d'ingénierie de l'université est composée de 290 villas conçues pour les actionnaires de la société. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le président de la société importatrice du CAT, Sojik, M. Abdurrahman Moussa Barkhaleh. Une scène de foule en liesse composée des différents actionnaires de la société Sojik ont accueilli le chef de l'État et la première dame.
isku duubnidana dallaalnimo nooga yee dalkeennana noo nimcee dallaalnimo nooga yee dalkeennana noo nimcee dallaalnimo nooga yee dalkeennana noo nimcee. Le moment venu, le président de la République a coupé le ruban auprès du président de la société d'importatrice du CAT, M. Abdelrahman Moussa Barkhadle. La cité Sougal est conçue dans le respect de l'environnement et elle possède les codes de l'architecture locale pour une intégration optimale de son environnement, favorisant ainsi la mobilité douce. Cette cité aux normes modernes et novatrices, aux allures contemporaines, garantissent aux futurs occupants un meilleur confort de vie. Eh bien, une fois après le couper le ruban, le président de la République et la première dame ont effectué une visite guidée. Ces villas F4 sont en duplex, disposées d'un espace extérieur avec un parking, espace qui illustre le confort et le bien-être de ses futurs habitants. Lors de cette visite, le président de la République a félicité le président de la société d'importation de CAT Sogic pour cette initiative et pour leur vision axée sur le bien-être. Et pour clôturer cette journée, le président et la première dame ont effectué un tour pour une vue d'ensemble. Eh bien, le président de la société Sogic, M. Abdelrahman Moussa, a dit qu'aujourd'hui, je suis très heureux et a remercié le président de la République et la première dame, les présidents de l'UFD. Il a indiqué que cette maison, ces villas, est composée de 290 villas conçues pour les actionnaires de la société. Ces villas F4 sont en duplex, disposent d'un espace extérieur avec un parking d'espace. Il a finalement dit autant que le président, je suis très heureux, et mes actionnaires aussi. Il a rappelé que la cité Sougal est conçue dans le respect de l'environnement. Elle possède les codes de l'architecture locale pour une intégration optimale dans son environnement et favorisant ainsi la mobilité douce. Et bien après l'inauguration de la cité Sougal, la direction de la société importatrice du CAT a procédé au déroulement du tirage au sort pour l'octroi des maisons pour les actionnaires de la société. Ce tirage au sort s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice en présence du président de la société importatrice du CAT Sogic, M. Abdelrahman Moussa Barkhadle, ainsi que les actionnaires de la société. Ce tirage s'est déroulé dans bonne conduction et la transparence. Les actionnaires ont tous remercié le président de la République et la première dame et président de l'UFD pour avoir procédé à l'inauguration de la cité Sougal. Direction Éthiopie où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à la 3e conférence ministérielle de l'IGAD sur l'éducation des réfugiés qui s'est tenue du 28 au 30 à Addis Abeba avec la participation des ministres de l'IGAD, membres de l'IGAD en charge de l'éducation. Le ministre est à la tête d'une forte délégation comprenant le secrétaire exécutif de l'ENARS, M. Hassan Dalal, et au cadre du MELFOP. Notons que cette 3e conférence sur l'éducation des réfugiés et des rapatriés, des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil s'est déroulée sous la présidence de M. Sir Ertim Kouré, ministre fédéral de l'éducation République du Soudan, représenté par Gamal El-Cheikh, ambassadeur de la République du Soudan en Éthiopie.
Elle est dédiée à l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation des réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil. La conférence a abouti à la signature d'un communiqué final appelant à un renforcement des engagements et à une mise en œuvre effective et efficace de la déclaration de Djibouti pour une éducation inclusive de la qualité pour les réfugiés. La réunion a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, de la République de Djibouti et ses homologues de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, du Sud-Soudan, ainsi que des hauts responsables du ministère de l'Éducation d'autres pays membres de l'IGAD. Notons également la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Dr Workene Gebeyou, et des représentants des principaux partenaires soutenant la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti, en l'occurrence l'Union européenne, le gouvernement allemand, l'ONG Éducation Canot, la coopération allemande à travers le GIZ, le HCR, l'UNESCO, l'UNICEF et le ISAID. On reste toujours en Éthiopie où le ministre du Transport, rappelons-le, la direction Addis Abeba, où la capitale éthiopienne a une fois de plus tenu une importante cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur l'intégration des systèmes logistiques et transports transfrontaliers qui s'est tenu entre le ministre des Infrastructures de l'Équipement de la République de Djibouti et le ministère des Transports et de la Logistique de la République fédérale démocratique fédérale d'Éthiopie. La suite avec Tarek Annan Daoud. Djibouti, Éthiopie, accord sur l'intégration des deux systèmes. Une importante cérémonie des signatures d'un protocole d'accord sur l'intégration des systèmes de logistique et transport transfrontaliers s'est tenue dans la journée du 29 mars 2022 à Addis Abeba entre le ministère des Infrastructures et de l'Équipement de la République de Djibouti et le ministère du Transport et de la Logistique de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie. Les deux systèmes gouvernementaux, Djibouti Port Community System, DPCS, et le System Integrated Freight Management System, ITMS, vont être intégrés pour un meilleur échange de données sur la logistique et le transport en temps réel. Lors de cette rencontre, Mme Degmawit, ministre du Transport et de la Logistique de l'Éthiopie, a précisé en ces termes « Nous avons passé en revue l'avancement des activités convenues lors de notre dernière réunion à Djibouti. De notre côté, les avantages de la digitalisation pour le secteur des transports et de la logistique ont bien été analysés et c'est là depuis peu avec la création de son ministère en Éthiopie. Nous avons en outre convenu de renforcer notre coopération sur le secteur des transports et de la logistique avec la signature d'un protocole d'accord sur l'intégration des systèmes de logistique et transport transfrontaliers. Tout le travail qui auparavant s'effectuait manuellement sont désormais digitalisés et se font en ligne sur la plateforme, ce qui nous permettra un gain de temps considérable et une baisse de coût des opérations. S'en est suivi l'intervention du président de l'autorité de port et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, qui a souligné l'importance que revêt cet accord entre DPCS et ITMS pour le commerce, le transport transfrontalier et la logistique. Avec ces mots, et je cite, « Aujourd'hui, nous avons pris une mesure importante pour faciliter le commerce entre nos deux pays frères. L'intégration du système permettra de suivre toutes les importations et exportations, que ce soit par la route, le rail ou tout autre mode de transport entre nos deux frontières. Cette intégration aidera également les propriétaires de marchandises en Éthiopie à suivre étape par étape le processus de documentation lié au port et à la logistique pour leurs marchandises, ainsi que la collecte physique de cette dernière du port jusqu'au lieu de livraison finale. Eh bien, la DPCS représente depuis 2018 l'effort concerté des autorités portuaires et des diverses parties prenantes d'intégrer la communauté portuaire par le biais d'une plateforme électronique de soumission unique. À cet effet, la mise en place de la DPCS a déjà révolutionné plusieurs procédures relatives à la chaîne logistique. La numérisation est devenue gage de transparence, d'efficacité et de productivité pour les différents acteurs de la communauté portuaire. Retour à Djibouti, où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné aujourd'hui une loi portant et adoption des comptes financiers 2019 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, accompagné des organes sociaux de l'IND, notamment la directrice générale de l'établissement public précité, Alida Al-Murti. Au terme des éclairages recueillis, les membres de la Commission des finances ont transmis avec leur avis favorable
les comptes financiers 2019 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le comité exécutif de l'Académie intergouvernementale de la langue somalienne qui a tenu aujourd'hui une réunion du comité qui a eu lieu suite au décès du président de l'Académie en raison de la tenue prochaine du 50e anniversaire de l'écriture de la langue somalie. Lors de cet atelier de réflexion, ils ont été discutés de la préparation des activités des célébrations du 50e anniversaire de l'écriture de la langue somalie et de l'ouverture officielle du siège central de l'Académie à Mogadiscio. La tenue d'un congrès en plénière et l'inauguration officielle de son siège et la célébration de son 10e anniversaire constituent les principaux points portés aujourd'hui à l'agenda de l'Académie régionale de la langue somalie. Il y a lieu de préciser que l'Académie régionale de la langue somalie relève d'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'origine également du financement du local flambant neuf abritant l'institution à Mogadiscio. A été organisé en raison de deux événements, un événement passé et un événement à venir. Le premier événement passé, c'est celui du décès de notre président de l'Académie intergouvernementale de la langue somalie, Dr Mohamed Daïr Afrah, et Allah Naharisto, que Dieu ait son âme. Et le deuxième événement à venir étant le 50e anniversaire de l'écriture de la langue somalie, qui doit avoir lieu en principe le 21 octobre de cette année. Donc en raison de ces deux événements, le comité exécutif a organisé cette réunion pour essayer de préparer cet événement important, cet événement à venir important. Il y a également un événement aussi important qui est celui de l'ouverture officielle du siège central de l'Académie intergouvernementale qui a été construite et finalisée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Santé à présent, où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a honoré de sa présence aujourd'hui à la journée scientifique consacrée au cancer de l'œsophage, organisée par le service de santé des armées de Djibouti. À son arrivée, le CMGA a été accueilli par le directeur central du service de santé des armées, Dr Ahmed Hassan Boulaleh, et le directeur de l'hôpital militaire des armées, le colonel-major Median Mohamed Saïd. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a ensuite salué le piquet d'honneur des militaires de rang ainsi que les officiers mobilisés à son honneur. Une première à Djibouti, cette journée a été marquée par une conférence axée sur la lutte contre le cancer de l'œsophage, un cancer qui représente la tumeur maligne de l'appareil digestif la plus diagnostiquée à Djibouti. À cet effet, la conférence regroupe la communauté scientifique de Djibouti, étrangère, les médecins spécialistes et chirurgiens, mais aussi des consultants en chirurgie afin d'échanger les savoirs et expériences pour ralentir la hausse des diagnostics positifs au cancer de l'œsophage. Cet événement s'inscrit dans le cadre du perfectionnement des capacités et connaissances et relève ainsi les défis quotidiens pour assurer aux militaires et leurs familles, mais aussi aux concitoyens, un service de soins efficace. De perpétuer l'organisation des journées médicales et scientifiques dans notre pays afin de promouvoir le partage d'expériences pour améliorer la pratique de chacun. Tendre vers une harmonisation de consensus de prise en charge et de réfléchir collectivement sur un dépistage précoce des cancers qui est le gage d'une prise en charge efficiente et adéquate. Comme vous le savez, le cancer de l'œsophage peut passer inaperçu jusqu'à stade terminal, ce qui fait de lui non seulement l'un des plus mortels, mais aussi le plus difficile à traiter sous nos yeux. De ce fait, et au vu du nombre de cas conséquents de cette pathologie en République de Djibouti, nous allons, durant cette conférence, profiter d'une mise à jour sur l'épidémiologie de la maladie, des techniques de prise en charge avec l'ensemble des médecins spécialistes
qui nous présenteront les différentes techniques diagnostiques ainsi que les évolutions des techniques chirurgicales avec des éminents spécialistes qui partageront avec nous leur expérience respective et les perspectives possibles pour cette pathologie à Djibouti. Eh bien, dans son discours, le général Zekeri Cheikh Ibrahim a d'abord salué les efforts déployés par les services de la santé des armées pour échanger les expériences entre médecins spécialistes dans ce domaine, puis a qualifié cette journée d'exceptionnelle. Il a également mentionné l'honneur que cet événement fait aux forces armées djiboutiennes, mais aussi à la République de Djibouti. C'est une fierté pour moi d'assister pour la première fois à l'événement important aujourd'hui organisé par notre hôpital militaire, à savoir la journée scientifique consacrée au cancer de l'œsophage. Je voudrais tout d'abord souhaiter le bienvenu à l'hôpital militaire des armées pour les participants et les différents intervenants à cet événement. Je tiens à saluer cet effort remarquable qui a pour objectif d'échanger les expériences entre les médecins et spécialistes dans ce domaine. Ceci fait honneur non seulement aux forces armées djiboutiennes, mais aussi à la République de Djibouti. Je vous encourage à continuer dans cette voie pour perfectionner vos connaissances et relever les défis qui existent avant d'assurer à nos militaires et leurs familles, ainsi qu'à nos concitoyens, un service de soins médicaux efficaces. Le ministre du Budget et ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement par intérim, M. Ismaël Ibrahim Roble, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekeri Cheikh Ibrahim. Les forces armées djiboutiennes ont réceptionné aujourd'hui l'avion MA-60 destiné pour le transport des militaires. Cette cérémonie de réception du ministre Ismaël Ibrahim Roble a eu lieu sur le tarmac de l'armée de l'air. Cette nouvelle dotation a pour objectif de renforcer le parc aérien de l'armée de l'air djiboutien et d'accroître son potentiel opérationnel. Octroyé par la République populaire de la Chine au profit de la République de Djibouti, l'avion MA-60 baptisé au nom du feu colonel-major Ibrahim Guélé va fortement augmenter la capacité d'import et de projection des forces armées étrangères. En effet, depuis 2018, le général Zekeri Cheikh Ibrahim a initié une politique de montée en puissance des forces armées djiboutiennes en mettant l'accent sur la modernisation des équipements et la formation qualificative de ses personnels. Après l'acquisition de 4 navires de haute mer par la Marine nationale le 22 novembre dernier, c'est au tour de l'armée de l'air d'accroître sa capacité de projection par l'acquisition de ces avions. Le transport de troupes, sa capacité de transport étant de 58 passagers, on peut être configuré en version cargo avec une charge de 3,5 tonnes. Il a noté que par l'acquisition de cet appareil est née de l'excellente coopération diplomatique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, qu'il a offerte gracieusement. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, M. Hu Bin, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le chef d'état-major général de la Défense et les commandants des défenses et des sécurités. Et bien puis après, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le représentant ont pu signer une convention de partenariat afin de renforcer les relations déjà existantes entre les deux pays amis. Le ministre du Budget et ministre de la Défense par intérim, M. Ismaël Ibrahim Roble, et le Sénégal ainsi que les délégations ont pu effectuer puis après une visite guidée de l'avion MA
1960, il a noté que l'acquisition de cet appareil est née de l'excellente coopération diplomatique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, qu'il a offert gracieusement. Puis la délégation se sont déplacées vers le monument des martyrs pour un hommage. En marge des interventions, puis il a écouté l'ensemble des participants ainsi que le ministre Ismaël Ibrahim ont été conviés à un petit déjeuner offert par le commandement militaire pour clôturer la cérémonie et l'ensemble, ainsi que l'ensemble des participants ont pu écouter les chansons du troupe Harbi. Eh bien, le général Zakari Cheikh Ibrahim a dans son allocution cette cérémonie souligné les bonnes relations de coopération qu'entretiennent la République populaire de Chine et la République de Djibouti, indiquant que la Chine est considérée comme un pays ami exceptionnel qui soutient les forces armées djiboutiennes. C'est pour nous un honneur et un plaisir particulier de vous recevoir une fois de plus au sein de notre armée de l'air. Nous sommes regroupés cette fois-ci pour la réception officielle de l'avion M1 qui se trouve devant nous, octroyé par la République populaire de Chine au profit de la République de Djibouti. La République de Djibouti et la République populaire de Chine ont toujours entretenu de très bonnes relations de coopération, des relations plus fortes que de simples relations amicales entre les deux pays. Parmi les exemples concrets, en illustrant cette coopération exceptionnelle, figure la base logistique chinoise à Djibouti et constitue la seule base chinoise en dehors du territoire chinois. La République de Djibouti, la République populaire de Chine, est considérée comme un pays ami exceptionnel qui nous soutient dans les projets de montée en puissance de notre armée et nous sommes reconnaissants. Au nom du gouvernement djiboutien, nous vous exprimons, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nos chaleureux remerciements pour ces précieux soutiens. Aussi, nous vous demandons de transmettre nos félicitations et nos remerciements au général Xiu Shang, chef d'état-major de l'armée populaire de Chine, l'armée de libération de Chine. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exprimer mes félicitations au colonel Ouib, Moussa Khalinle, commandant de l'armée de l'air, et l'ensemble de ses personnels pour les remarquables chantiers réalisés ces dernières années au sein de l'armée de l'air. Je compte sur vous pour veiller rigoureusement à leur entretien. Cette occasion me permet également de remercier les hauts responsables ici présents, à savoir le secrétaire général des Affaires étrangères, le directeur de l'aéroport, le directeur de l'aviation civile, le directeur d'Air Djibouti pour leur soutien à nos côtés.
Je vous remercie de votre attention et vous exprime à tous mes meilleurs vœux à l'occasion du mois béni Ramadan. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la salle de conférence du CERT qui a organisé un séminaire intitulé Agrosystème palmier au service de la sécurité alimentaire et du développement par l'Institut des sciences de la vie en partenariat avec l'équipe palmier de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD de France. En effet, l'agriculture constitue la principale ressource économique du milieu rural de Djibouti, mais les sécheresses chroniques des dernières années qui provoquent le retrait de la nappe d'eau et la dégradation des sols engendrent des pertes de récoltes considérables et une dégradation sévère des ressources phytogénétiques. Dans ce contexte, le gouvernement de Djibouti a fondé sa stratégie de sécurité alimentaire sur le développement d'une agriculture s'appuyant sur une gestion durable des écosystèmes afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Cette volonté politique clairement exprimée dans la vision 2035 du chef de l'État, plusieurs espèces des palmiers sont utilisées dans le cadre de cette agriculture de substance. Parmi celles-ci figurent le palmier dattier cultivé dans les oasis et le palmier doum. Ces espèces constituent une ressource alimentaire et médicinale importante et génèrent d'importants revenus via des activités associées. Le partenariat scientifique avec les différentes institutions et chercheurs de par le monde pour faire avancer la recherche scientifique. Et ce volet-là concerne notamment tout le domaine des palmiers, qui sont en fait une très grande variété de par le monde, de par les horizons. Et les travaux de recherche qui sont conduits au niveau de l'IRD ont permis justement d'apporter ces bénéfices au niveau de Djibouti, depuis la thèse de Abdourahmane Daher, directeur de l'Institut des sciences de la vie aujourd'hui, mais aussi Madame Sabira, qui est là, qui va bientôt soutenir sa thèse, et d'autres travaux qui ont été menés et qui ont aussi permis de déposer des brevets, hein, il faut le signaler. Ça montre l'importance et le niveau de cette recherche de pointe qui est menée en partenariat avec l'IRD. Ce travail qui est conduit n'est pas un travail à sens unique dans un corridor isolé, non. Il s'insère parfaitement dans les problématiques de l'époque et notamment tous ces impacts que nous sommes en train déjà de subir à travers malheureusement les changements climatiques qui sont provoqués par toute l'ère industrielle qui a entraîné le réchauffement de la température et de la planète Terre. Eh bien, direction le sud, où le préfet de la région d'Ali Sébié, M. Moussa Aden Miguene, qui a présidé hier matin dans son bureau une réunion de concertation et coordination avec les commerçants de la place afin de les informer au strict respect et au prix des denrées de première nécessité. Cette réunion qui a pour objectif de voir les commerçants de la place se conformer à ces prix de règlement dans les marchés mis en place par le ministère du Commerce, tout en affirmant que les pratiques inflationnistes ne seront tolérées, car elles nuisent au pouvoir d'achat du ménage de la région d'Ali Sébié. À cet effet, le préfet a mis en garde les commerçants qu'aucune inflation ou hausse des prix ne serait tolérée par la préfecture de la région. La réunion a vu également la participation des responsables du ministère du Budget, de la région d'Ali Sébié et de la gendarmerie. On tourne direction le nord, où le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, et le préfet de la région, Hassan Dabelé, ont assisté à la cérémonie d'inauguration du bureau d'antenne du PAM et l'UNICEF. Ce bureau d'antenne PAM de l'UNICEF couvriront les deux régions, à savoir Tadjoura et Obok. La cérémonie a vu la participation des autorités locales, des coordinateurs des Nations Unies à Djibouti, par intérim, de deux représentants, à savoir la représentante de l'UNICEF et le représentant du PAM, ainsi que du représentant de l'USAID à Djibouti. L'installation de cette antenne conjointe démontre l'intérêt porté par ces agences des Nations Unies à la coordination, à la synergie et à l'importance d'œuvrer ensemble en étroite collaboration avec les différents partenaires au niveau national, régional et local en faveur des populations. Nous avons considéré, et je pense que le pas qui est fait aujourd'hui entre l'UNICEF et le PAM vont dans cette direction. On ne peut plus faire une marche en arrière. Cette démarche suit également l'une des priorités qui a été inscrite dans le UNDAF,
qui était la décentralisation ou le développement régional. Je leur souhaite à tous les deux, PAM et UNICEF, une très bonne collaboration pour travailler ensemble. Et comme ma collègue Mary me l'a dit, il est très important d'être avec le gouvernement local et les gens pour lesquels nous travaillons tous. Ça, c'est une chose très, très importante. Je suis sûr que le placement et le fonctionnement de ce bureau profiteront la population et continueront l'excellente prestation de services qu'offrent le PAM et le UNICEF. L'inauguration de cette antenne qui dépend directement des bureaux principaux du PAM et de l'UNICEF à Djibouti vont renforcer la collaboration et le partenariat au niveau régional et local au profit des populations bénéficiaires. La création de cette nouvelle antenne confirme l'engagement du PAM à soutenir les efforts du gouvernement de Djibouti pour atteindre l'objectif de Fonds Zéro. Ce nouveau bureau, qui accueillera 10 staffs du PAM, permettra d'optimiser nos opérations dans le cadre des programmes d'assistance alimentaire, nutritionnelle et de formation professionnelle. Le PAM soutiendra également le gouvernement de Djibouti en matière de préparation de réponse aux crises, comme pour la sécheresse que nous vivons actuellement. Bien qu'à basé à Tadjoura, nous n'ombrons pas au Bok et le PAM continuera ses opérations alimentaires et nutritionnelles aux Djiboutiens les plus vulnérables et aux réfugiés de Makassi, et aussi continuera de renforcer les capacités d'institutions publiques locales. L'installation d'un lieu qui abritera les deux agences sur UNICEF et PAM démontre encore une fois l'intérêt que nous portons en tant qu'agence des Nations Unies à la coordination, la synergie et l'importance d'ouvrir ensemble en étroite collaboration avec nos partenaires au niveau national, régional et local en faveur des populations les plus vulnérables. Nous accompagnons la mise en œuvre de projets des activités en faveur des enfants ici à Tadjoura et au Bok, notamment dans les domaines de la santé, la nutrition, de l'éducation, la protection de l'enfant et l'eau, hygiène et assainissement principalement, dont voici quelques exemples. Protection de l'enfant. Il a été possible avec nos partenaires de mobiliser plus de 30 000 personnes lors des séances de sensibilisation contre les MGF menées par les leaders religieux, d'organiser des séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et la protection de l'enfant à l'attention de la communauté, la formation des forces de sécurité, police et gendarmerie, sur la thématique de la protection de l'enfant et formation des assistantes sociales pour la détection et référencement des enfants victimes de violences et de maltraitances. Eh bien, comme je vous le disais, améliorer la qualité des interventions en faveur des enfants et des populations vulnérables, y compris les populations réfugiées et migrants. Dont l'objectif de la décentralisation mise en place par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et elle vient aussi conforter cette décentralisation. On pourrait aussi dire que c'est une déconcentration des systèmes des Nations Unies envers les régions. Et je tiens à vous faire savoir que le Conseil régional ne ménagera aucun effort pour travailler avec vos collaborateurs présents ici et ensemble participer au développement de la région. J'adjoins aussi les autres partenaires, comme la FAO et les autres qui s'en suivront, à aussi renforcer cette région pour que, ensemble, nous œuvrons pour la prospérité et la résilience de nos concitoyens.
C'est un grand honneur pour notre région et je suis vraiment très fier que la région de Tadjoura, que j'administre, abrite le bureau de ces grandes institutions. Au passage, je tiens à vous remercier tous pour ce choix judicieux. J'espère que les autres, tels que les HR, l'OIM, le FINIAB, etc., vont emboîter le pas. Par ailleurs, je suis persuadé que les projets d'aide au développement seront mieux observés de plus près en évaluant ses portées de visée chez les bénéficiaires. Votre installation dans la région conforte la politique du gouvernement avec la décentralisation et la volonté de la déconcentration des services publics afin de se rapprocher de manière représentative de tous ces administrés les plus éloignés. D'autre part, avec toutes les difficultés à laquelle nous faisons face quotidiennement, nous assistons, pour votre information, impuissants sans cesse au débordement par centaines, voire des milliers de migrants, car Tadjoura est un des points de transit les plus empruntés dans les deux sens. Et dans l'actualité internationale continentale, je vous le dis dans le titre, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont approuvé l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation lors d'une réunion au sommet. Dans son discours, le président congolais Félix a reconnu l'importance d'adhésion de son pays dans le groupe Turquie et par ailleurs proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Si l'adhésion de la RDC est saluée par une partie des Congolais, certains doutent la contribution que leur pays pourra fournir aux autres États de la communauté. La RDC a demandé son adhésion depuis 2019 dans l'espoir d'améliorer les liens commerciaux et politiques avec les pays voisins. Mais pour certains experts, le pays s'expose sur le plan sécuritaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.